Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 10 septembre 2020, Vincent Pavant, mathématicien, enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille, refuse de porter le masque lors d'un cours et s'en explique. Une procédure disciplinaire est alors lancée et aboutit fin août à 1 an de suspension ainsi que la privation de la moitié de son traitement. On le reçoit, il est en direct avec nous, Vincent Pavant. Bonjour. Bonjour Clémence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment est arrivée cette suspension, comment avez-vous décidé de ne pas porter le masque et de vous en expliquer d'ailleurs en direct pendant un cours? Oui, effectivement, il se trouve que moi je suis un scientifique, je fais de la modélisation mathématique et je suis spécialisé en particulier sur la filtration des gaz dans le milieu microporeux. Et donc, si vous voulez, quand on m'a annoncé qu'on devait porter le masque de manière obligatoire pour essayer d'empêcher la diffusion du virus, c'est quelque chose qui m'est apparu de manière très suspecte pour un scientifique comme moi qui connaît très bien ces questions de filtration. Et donc, tout simplement, j'ai fait un peu de vidéo et puis j'ai bien écouté à l'époque ce que disaient les médecins praticiens tels Christian Perron, tels Didier Raoult et l'IHU. Et donc, il est apparu très clairement que cette décision de port de masque ne pouvait objectivement absolument pas répondre au but qu'on lui avait assigné. Et donc, j'ai profité qu'il existait chez les enseignants-chercheurs des textes de loi constitutionnels qui protègent effectivement cela dans l'exercice de leurs fonctions et qui, sous seule limite qui est la tolérance et l'objectivité, peuvent évidemment enseigner de la manière qu'ils veulent, contre toutes les pressions politiques, contre toutes les narrations, si vous voulez, qui tenteraient d'instrumentaliser la science pour ce qu'elle n'est pas. Et donc, devant mes étudiants, en citant les textes de loi sur lesquels je m'appuyais, en leur expliquant qu'effectivement, il n'y avait aucune objectivité à ce port du masque, eh bien, j'ai refusé tout simplement de porter le masque en ayant, bien sûr, averti ma hiérarchie de mes positions. Alors, ces textes de loi, d'abord, est-ce que vous pouvez nous les citer? Ensuite, ces textes de loi, vous dites, vous permettent à vous, enseignants, de pouvoir enseigner en dehors de toute pression. Est-ce que ce sont des manières, enfin, une liberté dans l'enseignement? Est-ce que c'est physique? C'est-à-dire que vous pouvez ne pas porter certains objets, même si on vous met la pression pour que vous les portiez. Donc là, on pourrait penser au port du masque obligatoire. Ou est-ce que c'est seulement intellectuel, idéologique, c'est-à-dire que vous avez le droit d'exprimer ce que vous pensez? C'est dans quel sens cette liberté? Alors, tout à fait. Les textes de loi en question, c'est le texte de loi du Code de l'éducation qui sont le L123.9, le L141.6 et le L952, effectivement, qui sont des textes spécifiques aux enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qui étendent aux enseignants-chercheurs la faculté justement de discours critique. C'est une décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a la possibilité pour les enseignants-chercheurs de faire preuve d'esprit critique, quelle que soit la forme de cet esprit critique. Et non seulement il y a possibilité, mais il y a devoir en fait des enseignants-chercheurs, parce que en 84, on a le modèle de l'Union soviétique. On sait très bien que une dictature arrive par évidemment l'administration, en particulier par L'éducation. l'éducation et l'université en premier lieu, puisqu'à l'époque, en Union soviétique, il fallait empêcher toute forme de critique de l'économie socialiste, et à l'université, vous étiez évidemment écarté dès que vous faisiez la moindre critique. Et donc, pour donner des garanties démocratiques au fonctionnement du pays, on a donné un statut spécial aux enseignants-chercheurs qui, effectivement, leur permettent eh bien, d'agir en toute indépendance. La seule limite, vraiment, c'est l'objectivité et la tolérance. Par exemple, vous ne pouvez pas effectivement nier les chambres à gaz, ce serait absolument pas objectif, ce serait pas tolérant. Et donc, en dehors de ça, par contre, vous pouvez dans l'exercice, c'est-à-dire effectivement, c'est pas juste de l'expression, c'est dans l'exercice de vos activités, eh bien, avoir toute la latitude que vous voulez. Il s'agit de faire vivre l'esprit critique à l'université parce que c'est une condition de la démocratie. Oui, mais faire vivre l'esprit critique jusqu'au fait, parce que ce sont deux choses différentes que de critiquer, par exemple, le port du masque. C'est ce que vous avez fait, j'imagine, en l'expliquant. Et puis, de ne pas le porter. On peut considérer qu'il y avait peut-être un risque d'atteinte. Non, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ceci aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça avait été une menace qui avait été portée par différentes personnes en disant oui, mais en enlevant le masque, vous mettez en danger la vie des étudiants parce qu'il risque de tomber malade, etc. La justice a balayé tous ces arguments-là en disant que de toute façon, le fait de ne pas porter le masque était sans incidence sur, en gros, le danger qu'on pouvait faire porter aux autres. Et il y a une jurisprudence donc qui a été portée par la justice dans l'affaire des restaurateurs de Biarritz, donc fin 2021, où des restaurateurs avaient servi dans un restaurant
encadrant des clients, personne n'étant masqué. Le procureur s'est auto-saisi d'une mise en danger de la vie d'autrui et la justice a balayé en fait ces arguments-là en disant qu'il n'y a absolument aucun danger là-dedans. Donc en réalité, oui, Enfin, disons que c'est une jurisprudence parmi d'autres. Pour le moment, évidemment, en tout cas, la position du gouvernement n'était pas celle-ci. Elle était de dire à ce moment-là, hein, je précise bien à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui les choses ont encore évolué. Et puis encore avant, elles étaient différentes, puisqu'on nous expliquait au tout début, rappelez-vous, enfin vous, Vincent Pavin, je sais bien que vous vous en rappelez, que le masque n'était pas nécessaire et que les Français n'étaient pas aptes de toute façon à bien le porter. Ensuite, on nous a expliqué qu'il était nécessaire. Mais selon le gouvernement, à ce moment-là, au moment où vous souteniez cette thèse, on va dire, anti-masque, il était bien expliqué que c'était une mise en danger d'autrui que de ne pas le porter, en fait. Tout à fait, oui. En fait, il y a tout un narratif du gouvernement qui a été décidé dès le début de cette crise. Cette maladie est particulièrement dangereuse, elle est particulièrement contagieuse. On ne peut pas la soigner. Il faut des masques pour empêcher la diffusion. Tout ça, dès le début, en fait, était faux. Et il y a effectivement ce devoir de l'enseignant-chercheur de résister, en fait, tout simplement à des narratifs qui ne correspondaient pas au réel, au nom, effectivement, de la capacité des enseignants à s'interroger et à répondre de manière extrêmement objective et extrêmement scientifique à ce genre de questions. Et derrière, il y a l'exemplarité, je pense, du professeur qui est celle que Michel Foucault décrivait sous le terme de parésia, c'est-à-dire le courage de la vérité. Et j'avais signé avec Laurent Mucchielli et Laurent Toubiana la tribune Arrêtons d'être gouvernés par la peur. Très tôt, il est apparu que le port du masque était une mesure politique de la peur. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs une tribune du Figaro le 3 décembre 2021. Ça n'a jamais été une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Et là, l'enseignant-chercheur a le devoir. Et donc, enlever ce masque, c'est tout simplement un geste qui permet de sortir tout le monde de la peur et qui fait partie de la liberté d'expression d'abord d'une manière générale et de celle de l'enseignant-chercheur en particulier. D'accord. Et pour clôturer ce point-là, peut-être aussi préciser, je ne sais pas quel était votre positionnement dans la salle au moment où vous avez décidé de refuser le port du masque. Vous êtes, j'imagine, un petit peu à l'écart des élèves de toute façon. Oui, je suis à plusieurs mètres des étudiants. De ce point de vue-là, si vous voulez vraiment faire de la microphysique de la diffusion du virus, voilà, il ne se passe rien. Donc, effectivement, ça fait partie des objectivités qu'il fallait faire prendre conscience aux étudiants et leur dire, effectivement, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après quoi, on aurait pu engager un débat tout à fait scientifique, tout à fait objectif sur la question de la diffusion. Alors, comment ont d'abord réagi ces étudiants et puis ensuite, comment a réagi l'université ? Alors, les étudiants ont parfaitement compris mes positions, n'étaient pas du tout inquiets. On a fait un cours des plus normales avec ces étudiants-là. Par contre, effectivement, ma hiérarchie a réagi de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale et extrêmement sévère en me suspendant dès le lendemain de mes enseignements dans des conditions tout à fait illégales d'ailleurs, puisque ils ont absolument pas appliqué le protocole usuel que réclament les textes dans ce genre de situation. Et donc, très vite, en fait, j'ai compris que l'université ne voulait absolument pas dialoguer avec moi sur la base des textes que je leur avais indiqués en leur disant je sais qu'on a un problème entre nous, mais il faudrait quelque part pouvoir saisir un juge pour qu'il tranche entre vos prétentions et les miennes, et puis comme ça, au moins, on sera au clair. Simplement, l'administration ne s'est jamais engagée dans une telle démarche, préférant immédiatement la sanction à toute forme d'autres considérations. Mais aujourd'hui, vous avez lancé un recours judiciaire. Alors, il y en a plusieurs, et pas qu'un peu, puisque évidemment, moi, je vais faire appel, mais sur la manière avec laquelle se sont déroulées les choses, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte que l'administration me mettra soumis assez tardivement et qui était la base de ma suspension et du jugement très sévère qu'il y a eu à mon encontre, est un texte dont mon avocat et moi contestons effectivement l'authenticité, puisqu'il a été dénoncé au procureur comme étant un faux en écriture, dénonciation qui est suivie d'enquête par le parquet aujourd'hui, si vous voulez. Donc, on est vraiment... mais quel est ce texte ? Alors, pardon, là, c'est soi-disant un texte écrit de votre personne, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est un texte qu'ils auraient écrit eux, qui était soi-disant en réalité donc un arrêté pris par le président qui devait justifier ma suspension, mais qui n'a jamais eu d'existence au moment des faits, qu'on avait réclamé à corps et à cri pendant de nombreuses semaines, et qui a été en fait manifestement antidaté, c'est ce que nous dénonçons, et qui est aujourd'hui sous enquête du parquet. C'est-à-dire que si vous voulez, en plus d'une attitude parfaitement obtuse et fermée, il arrive vraisemblablement que l'université agit manifestement selon nous de manière corrompue, parce que à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que quand
Castex a décrété donc le 27 août le port du masque obligatoire à l'université, c'est parti, si vous voulez, de manière extrêmement rapide, sans que les précautions d'usage sur la validité d'une telle prise de décision soient vérifiées à l'université. Donc, si vous voulez, il y a énormément de problèmes dans ces décisions qui ont été prises à l'emporte-pièce, dont personne n'a voulu vérifier la possibilité et la légalité. On n'a jamais pu, nous, par exemple, attaquer au tribunal administratif l'idée que le texte serait imposé à l'université parce que, tout simplement, à cette époque-là, nous n'avions pas de texte qui disait que le président avait pris un tel décret. Or, la discussion devait se poser devant le tribunal administratif, par exemple, et on n'a jamais pu le faire parce que, bien, tout simplement, les textes à l'université d'Aix-Marseille, selon nous, n'existaient pas. Alors, on va prendre un petit peu de recul sur votre cas particulier, mais essayer de considérer ce que cela signifie sur notre société, peut-être le fonctionnement des universités en général. Vous citiez tout à l'heure le régime soviétique, évidemment, on n'y est pas. Malgré tout, on sent que vouloir affirmer une parole différente, on a notamment contesté la parole gouvernementale qui elle-même est revenue sur ses propres propos à plusieurs reprises, mais la contester à l'université de manière éclairée n'est plus possible aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça, et c'est tout le débat, et c'est en principe pour ça que les textes constitutionnels qui protègent la parole des enseignants-chercheurs ont été votés. Là, ici, comme je vous le disais, il y a tout un narratif qui a été mis en place par les autorités sur la base, soi-disant, en plus d'un point de vue scientifique. Parce que bon, c'est le conseil scientifique ou la HAS, la Haute Autorité de la Santé, qui en principe sont à la base des recommandations dont on se demande d'où elles émanent vraiment, puisque François Delfraissy a dit lui-même que peut-être ce conseil scientifique avait été manipulé. Oui. Or moi, très tôt, en fait, je me suis rendu compte que certains papiers émanant de certains membres du conseil scientifique étaient tout simplement des trucages sur les projections, sur les calculs, et que donc il y avait un devoir, c'est-à-dire une responsabilité de l'enseignant-chercheur dans le fait d'étudier effectivement les origines, soi-disant scientifiques, qui amènent à des privations de liberté. Et c'est vraiment un rôle qui est laissé aux enseignants-chercheurs par la Constitution et qu'il s'agit de prendre au sérieux et que j'ai bien voulu prendre au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a ces textes de protection de la parole critique des enseignants-chercheurs, parce qu'on sait très bien que c'est toujours au nom de la science qu'on confisque des libertés. C'est des exemples historiques. Mais est-ce que vous pensez, pardon, une question, mais pour revenir sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que si vous aviez porté ce discours critique sur le masque, mais porté un masque, est-ce que ça aurait changé les choses? Oui, c'est ce que m'a dit l'université. Vous pouvez tout à fait critiquer le masque en portant le masque. Ce à quoi j'ai répondu, mais la liberté, c'est pas de dire qu'on n'est pas d'accord en obéissance. C'est-à-dire qu'on nous dit que le concept de liberté, c'est l'obéissance, et après on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Or, c'est quelque chose qui est parfaitement incohérent. C'est parfaitement ce que j'ai expliqué à mes étudiants. Il y a un devoir de cohérence. Qui est que si j'affirme que c'est pas dangereux sur la base des statistiques, sur la base de la bibliographie, de la littérature, etc., je me dois d'être cohérent, auquel cas le message n'a aucun sens. Or, le premier rôle de l'enseignant-chercheur, comme je le dis, c'est l'exemplarité, et l'exemplarité vis-à-vis de la cohérence nécessitait d'enlever ce masque qui, de toute façon, n'avait aucun intérêt et qui était dans une situation où il n'y avait absolument, effectivement, aucun danger. Je rappelle que 2020, c'est l'année où les moins de 65 ans sont le moins morts de toute l'histoire des statistiques en France. Il prouve bien que ce Covid n'a jamais été une maladie pour les jeunes, encore moins une maladie pédiatrique. Et donc, il fallait être cohérent. Bien sûr. Alors, je voudrais vous poser une autre question, Vincent Pavant, parce qu'il se trouve que vous êtes également membre de l'association Réinfo Covid et que vous avez participé à la campagne, la fameuse campagne dite anti-vax autour de Toulouse avec ses affiches. Est-ce que vous croyez que ces affiches qui ont fait beaucoup parler d'elles et qui ont été depuis elles-mêmes retirées par un signalement de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, est-ce que vous pensez que ça a pu jouer également, ça ? Sur les affiches en elles-mêmes, je crois pas. La coïncidence de l'information qui est sortie dans la presse et de la décision ne matche pas, disons. Simplement, ce qui est clair, c'est que dans effectivement le jugement qui a été rendu contre moi, on spécifie bien que, en gros, ma parole publique a quand même dérangé. C'est-à-dire que en dehors des affiches à tous qui ne sont pas anti-vax, c'est juste de l'information. Oui, non, mais elles sont nommées ainsi, c'est pour ça. Oui, je sais bien. Oui, non, je me dis bien. Je pense que vous ne faites que citer les propos de la presse.
Mais donc oui, effectivement, ma parole publique a quand même été mise en cause en me disant vous avez un devoir de réserve en tant que fonctionnaire, ce qui est absolument pas vrai d'abord dans le cadre général des fonctionnaires et qui est encore moins vrai dans le cadre des enseignants-chercheurs à qui on demande, et c'est l'article L123.7 du Code de l'éducation, on demande aux enseignants-chercheurs qui ont des connaissances spécifiques dans un débat spécifique de s'investir auprès de la société civile. Oui, donc on vous a justement demandé de faire l'inverse que celui qui est vraiment votre rôle, c'est-à-dire d'être une lumière dans un débat qui est de votre domaine. Ah mais complètement, moi j'ai pris au sérieux les responsabilités qui me sont laissées en tant qu'enseignant-chercheur, comme vous prenez vos responsabilités en tant que journaliste de bien vivre un débat critique, ce qui est nécessaire pour faire vivre la démocratie. Et bien quand effectivement on prend des décisions au nom de la science, les scientifiques ont un devoir de s'adresser au nom de leur connaissance, alors en toute objectivité, et bien pour que les citoyens puissent le choisir et se faire leur propre opinion et décider des mesures qu'ils vont accepter ou pas au nom effectivement de la liberté. Alors cette affiche, si on peut s'appesantir une minute dessus, il est écrit un effet secondaire grave sur 100 et si c'était votre enfant, voilà, à propos de la vaccination Covid, signé le Conseil scientifique indépendant et la source c'est AdReport. AdReport c'est, je suis allé voir la source, c'est EudraVigilance qui est la base de données européenne des rapports d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation de médicaments. Sauf qu'en introduction de EudraVigilance, il est bien noté que ces informations, ces chiffres ne reflètent aucune confirmation d'un lien potentiel entre le médicament et les effets observés. Et c'est peut-être là où on peut se poser une question, c'est que vous avez relevé qu'il y avait des effets secondaires, mais pour le moment, le lien de causalité n'est pas forcément évident. Vincent Pavant. Alors, deux choses. D'abord, quand on fait de la pharmacovigilance, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir d'effets de causalité qui soient prouvés. La pharmacovigilance, c'est d'émettre des signaux, et à partir de ces signaux, en gros, vous les comparez par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir pour, éventuellement, appliquer tout simplement un principe de précaution à un médicament. Donc, on ne sait pas vraiment, puisqu'il est toujours en phase d'essai, ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, s'agissant d'imputabilité, statistiquement, elle est certaine. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, vous dites qu'il y a tellement de myocardite dans la pharmacovigilance qu'on peut dire qu'effectivement, ce vaccin crée des myocardites, c'est certain du point de vue statistique. Ce qui ne veut pas dire, à contrario, que sur un cas individuel donné, une myocardite étant précédée d'un vaccin, on est sûr de l'imputabilité individuelle. Donc c'est ça qui se passe. Et donc oui, bien sûr. Alors sur le fait que beaucoup de gens dans la presse disent que attention, c'est qu'une corrélation et que la corrélation n'est pas un effet de cause à conséquence, je rappellerai que c'est exactement le cas de toutes les pharmacovigilances en fait. Toutes les pharmacovigilances, et c'est exactement d'ailleurs le discours qu'ont eu les marchands de tabac dans les années 50, quand on a commencé à mettre des corrélations entre le tabagisme et le cancer. On dit non mais attendez, c'est de la corrélation et c'est pas d'effet de cause à conséquence. Bien sûr, aujourd'hui, on savait très bien que cet effet de corrélation était aussi un effet de cause à conséquence. Donc voilà, la comparaison est assez éloquente en effet avec le marchand de tabac et aujourd'hui cette vaccination Covid. Merci beaucoup professeur Pavant. Et puis nous continuerons de prendre de vos nouvelles et voir si vous pouvez réintégrer donc cette université ou une autre, pourquoi pas. Vous nous tiendrez au courant. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.